Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux. Enfin, pour nous, est arrivé le mois de mai et au moment où vous entendrez cette balado-diffusion, la migration devrait être en train de battre son plein. Je parie que plusieurs d'entre vous ont déjà vu des oiseaux pour la première fois de votre vie cette année et que vous avez profité à fond des journées ensoleillées dans vos régions. Avec les bonnes nouvelles que constitue le retour des oiseaux chez nous, viennent d'autres bonnes nouvelles sur d'autres plans. La vaccination qui avance à grand train et avec à la clé la possibilité éventuellement de se déplacer sans problème finalement entre les différentes régions du Québec, de nous retrouver entre passionnés d'oiseaux des quatre coins de la province, le retour à 100% éventuellement des activités des clubs d'ornithologie et j'en passe. C'est donc la raison pour laquelle on a placé cet épisode sous le signe des bonnes nouvelles. Une de ces bonnes nouvelles, vous l'avez peut-être vu passer en novembre dernier, alors que le COSEPAC, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, qui est chargé d'évaluer le statut de différentes espèces en péril au regard des lois fédérales, a décidé de retirer un de nos plus beaux oiseaux de la liste des espèces menacées pour lui donner plutôt le statut d'espèce préoccupante, la paruline du Canada. Nous avons eu la chance de parler avec la biologiste Amélie Roberto-Charron, qui a étudié cette espèce à la maîtrise et fait partie d'un groupe de scientifiques qui ont co-signé un article sur les déplacements de cet oiseau en migration. Elle va nous parler un peu des recherches qu'elle a menées et des raisons qui ont poussé le comité à juger que la situation de l'espèce s'était améliorée. On va ensuite se diriger vers Rimouski, où se tiendra du 25 au 30 mai le Festival d'oiseaux de Rimouski, organisé par l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne sont pas dans la région, le festival aura même des activités en ligne, alors vous pourrez profiter de ce contact grâce à l'Internet en attendant qu'on ait le droit à nouveau de nous déplacer, de nous rencontrer. Je parlerai donc à Michael Jaffré, directeur de l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski, qui va nous présenter le déroulement du festival. Alors, je rejoins maintenant au téléphone Amélie Roberto-Charron. Bonjour Amélie, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Bonjour, merci. Alors, d'habitude, je mentionne toujours où est-ce que je rejoins les gens quand je leur parle au téléphone, je dis dans quelle ville ils se situent. Cette fois-ci, peut-être qu'on va faire une exception, puis j'aimerais bien que vous me disiez vous-même où est-ce que vous vous situez en ce moment et où est-ce que c'est exactement. Je suis présentement à Kugluktuk, au Nunavut. C'est sur la rive de l'océan Arctique. Ah oui, donc vous êtes à comme plusieurs milliers de kilomètres du Québec en ce moment, là. Oui, exact. Et puis, est-ce que vous habitez là maintenant ou c'est seulement temporaire? Oui, depuis le mois de septembre. Je vis à Kugluktuk. Auparavant, je vivais à Yellowknife, alors c'est pas un très grand changement pour moi. Ah oui. Actuellement. Mais je sais que pour la plupart des Canadiens, ça serait un défi oui, parce de déménager jusqu'au nord du pays. Mais pour moi, ça a été assez facile. Et donc, parlez-nous un peu peut-être de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à Kugluktuk, justement? Parce que bon, c'est un peu atypique. Je serais très curieux de savoir comment vous vous êtes ramassé là, exactement. Bien oui, alors présentement, je travaille comme biologiste régionale pour le gouvernement du Nunavut. Alors, je suis la biologiste régionale de la région Kitikmeot, qui est la région où se trouve Kugluktuk. Alors, c'est la région le plus à l'ouest du Nunavut. OK. Et puis, j'imagine quand même, là, nous, évidemment, on est une balado-diffusion, on parle d'oiseaux. Lorsqu'on travaille dans un endroit aussi reculé comme à Kugluktuk, bon, vous êtes probablement la seule biologiste, en tout cas, ou une des très rares biologistes de cette grande région-là. Donc, vous devez faire quand même beaucoup de choses différentes. Parlez-nous un peu de tous les projets qui vous occupent en ce moment. Oui, alors présentement, je travaille surtout sur les caribous, ah oui, donc. qui est une espèce très importante ici au Nunavut. Et auparavant, comme tout ce que j'ai fait jusqu'à date, avant de prendre ce poste-là, était vraiment sur les oiseaux. Ah oui. Alors, je suis une ornithologiste, mais je me suis retrouvée ici dans un rôle où la plupart de ce que je fais, c'est relié au caribou. Mais ce que je trouve intéressant, et ce qui a vraiment facilité le changement d'ornithologiste à une biologiste là qui fait surtout du travail sur les caribous et sur les mammifères, c'est que les caribous aussi est une espèce migrateur. Ah oui. Et qui parcourt d'assez grandes distances. L'espèce
que je travaille sur le plus souvent, c'est les caribous Dolphin et Union qui traversent l'océan. Alors, je me suis retrouvée un petit peu plus confortable en travaillant avec cette herde de caribous parce qu'au moins, ils font encore une migration oui, donc ça et ils ressemble un peu. parcourent l'océan. Ah oui. Alors, c'est un petit peu, je veux dire, j'ai trouvé des parallèles avec les oiseaux un peu. Ah oui, d'accord. Puis donc, moi, en fait, on voulait vous parler aujourd'hui parce qu'on voulait parler d'un oiseau spécifiquement, la paruline du Canada. Si je ne me trompe pas, vous avez fait votre maîtrise sur la paruline du Canada. Justement, oui. Et donc, je veux savoir un peu comment est-ce que vous en êtes venu déjà à travailler sur la paruline du Canada. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur cet oiseau-là? Bien, d'abord, c'est un oiseau vraiment très, très joli. Oui, c'est vrai. Je suis certaine que vous le connaissez bien. Ils sont jaunes avec ce collier noir et de beaux gros yeux avec, on dirait comme presque des lunettes sur leurs yeux. Et puis, le dos tout gris, je les ai toujours trouvés très, très jolis, comme oiseau. Et leurs chansons aussi, ça me rappelle de beaux souvenirs dans la forêt boréale, en marchant puis en écoutant la chanson de la paruline du Canada. Alors, j'ai toujours eu vraiment un côté assez attaché à cette espèce. Oui. Et puis, en plus, comme c'est une espèce menacée, ça aussi, ce côté-là m'a vraiment intéressée pour comprendre comme ce qui se passe avec cette espèce, pourquoi on voyait des déclins dans l'espèce et aussi pour mieux comprendre le parcours que cette espèce fait durant l'année. Parce que l'oiseau niche ici au Canada, la plupart de la population de la paruline du Canada niche au Canada. Par contre, elle passe la plupart de l'année en Amérique du Sud. Alors, je trouvais ça très intéressant. C'est une des dernières parulines qui arrive dans notre pays et c'est une des premières aussi à repartir, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Et je trouve ça drôle que même si elle passe un temps très, très court au Canada, qu'on l'a quand même nommée la paruline du Canada. Ah oui, en effet. Je pense que c'est parce que c'est un oiseau si extraordinaire qu'on s'est dit qu'on devait le nommer après nous. Alors, peut-être parlez-nous un peu de la répartition de l'oiseau au Canada. Puis justement, je serais curieux, évidemment, j'imagine, peut-être que je me trompe, que rendu à Kugluktuk, il ne doit plus en rester. Est-ce qu'il reste encore assez de forêt boréale aussi loin dans le nord pour avoir de cet oiseau-là ou il ne se rend pas? Malheureusement, non. J'aimerais bien. Parfois, on a des oiseaux un peu intéressants. Plus tôt cette semaine, on avait une fouille américaine que quelqu'un m'a amenée ici dans le bureau parce que les gens connaissent que j'aime les oiseaux et puis c'est un oiseau assez intéressant à voir à Kugluktuk au mois de mai. Mais en tout cas, non, malheureusement, on n'a pas de paruline du Canada ici. Mais peut-être un jour qu'il y en aura une. Et donc, sur quoi ça portait exactement votre maîtrise? Qu'est-ce que vous avez fait comme travail sur cet oiseau-là? Donc, ça ne remonte pas à si longtemps, là, si je ne me trompe pas, votre maîtrise. Non. Non, j'ai défendu ma maîtrise en 2018. Et ma maîtrise est au sujet surtout de déterminer la migration et les zones d'hivernage de la paruline du Canada. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des géolocateurs sur des individus de la paruline du Canada à travers le Canada, plus ou moins. 2 lieux en Alberta, un au Manitoba, un à Chicoutimi au Québec et puis un autre au Nouveau-Brunswick. Ah oui, OK. Et on les a suivis. En utilisant ces géolocateurs jusqu'en Amérique du Sud. Une des choses qu'il faut se rappeler au sujet des géolocateurs, c'est qu'ils transmettent aucune information. Alors, pour avoir les données, il faut pouvoir recapturer l'individu et enlever le géolocateur, télécharger les données, faire l'analyse, puis ensuite on sait où est allé l'individu. Alors, j'ai eu beaucoup de chance qu'on a récapturé plusieurs individus de ces différents sites. Et puis, la publication duquel vous parlez a utilisé des données des 3 sites qu'on a fait la première année où on a placé les géolocateurs. Alors, en Alberta, au Manitoba et à New Hampshire, aux États-Unis. Ah oui, parce que justement, en fait, j'ai pas mentionné la publication en question. C'est-à-dire qu'en 2020, il est paru un article avec d'autres chercheurs sur justement les routes migratoires de la paruline du Canada. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous saviez avant de publier cet article-là ou avant de faire ces recherches-là? Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que la paruline du Canada a un chemin qui est un peu différent de d'autres parulines forestières du Canada? Il y a plusieurs différents chemins que les oiseaux parcourent durant leur migration.
La Paruline du Canada, on avait une idée d'où elle allait grâce aux données de eBird. Les gens qui sortent puis qui vont regarder les oiseaux, ils peuvent aller en ligne et puis mettre toutes leurs observations en ligne. Signaler, Et puis de ces données, on peut savoir où les gens sont en train de voir des oiseaux. Et puis, grâce à eBird, on avait une idée que la Paruline du Canada allait probablement suivre les États-Unis et puis se retrouver à travers l'Amérique centrale pour arriver en Amérique du Sud. Mais on ne savait pas exactement comment elle allait faire ce parcours. Mm-hmm. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la plupart des individus ont fait justement ça. Ils sont restés comme près de la rive en allant autour de l'Amérique centrale, autour du golfe du Mexique, pour se retrouver en Amérique du Sud. Mais il y en avait quelques-uns aussi qui ont pris un petit raccourci, puis qui a fait un petit survol au-dessus du golfe. Alors ça, c'est une petite surprise qu'on a trouvée là. Mais une des limitations des géolocateurs, c'est que c'est pas vraiment comme un GPS. Alors, comme ce que je mentionnais plus tôt, c'est que le géolocateur, il enregistre le niveau de lumière et puis l'heure de la journée. Et puis, à partir de ces données-là, on peut déterminer où un organisme est, n'importe où sur la planète. Mais une des limitations, c'est que c'est pas un GPS. Alors, il peut y avoir un petit peu plus d'erreur avec le géolocateur qu'avec un GPS. Mais quand même, c'est assez incroyable de pouvoir mettre des géolocateurs sur un oiseau. Je veux dire, on parle d'un oiseau qui pèse 10 à 12 grammes. Alors, c'est pas très gros du tout. Et qu'on puisse les suivre jusqu'en Amérique du Sud, c'était vraiment incroyable. Alors, ça, c'était la publication de 2020. Okay. C'était au sujet de son parcours pour arriver en Amérique du Sud. Et puis, parlez-nous peut-être un petit peu du genre d'habitat où on va trouver la Paruline du Canada sur son territoire. Donc, c'est un habitat qui est, on le dit, je pense quelque chose comme 90% des couples nicheurs de cet oiseau-là nichent au Canada, ou entre autres, d'où son nom, il y a quelques populations aux États-Unis, mais c'est quand même essentiellement au Canada. Ouais. Et donc, dites-nous un peu, c'est quoi le genre d'habitat qu'elle va fréquenter? Alors oui, vous avez raison, la plupart de la population de la Paruline du Canada niche au Canada. C'est probablement pourquoi elle a son nom, la Paruline du Canada. Mais elle aime des endroits très broussailleux que j'ai bien commencé à bien reconnaître durant ma maîtrise. Parce que pour aller attraper les oiseaux, il fallait rentrer dans ces territoires qui étaient il y avait une très grande densité d'arbustes. Ah oui, OK. Ce qui rendait la tâche parfois compliquée de trouver l'oiseau. Mais en tout cas, alors elle se trouve dans des endroits où il y a un étage composé d'arbustes qui est très développé et dans des forêts d'habitude qui sont mixtes et humides. Et là, on va en venir justement à cette question-là. La question de la Paruline du Canada comme oiseau menacé, parce que c'est une paruline quand même relativement forestière. Puis si on examine en tout cas les autres oiseaux qui nichent en forêt boréale ou en forêt mixte du Canada, je ne sais pas, la paruline à gorge orangée ou la paruline à tête cendrée, etc., il n'y a pas tant de ces oiseaux-là qui sont vraiment menacés. Alors, qu'est-ce qui explique que la paruline du Canada, spécifiquement, sur un territoire qui est très vaste, donc toute l'étendue des forêts canadienne, la forêt boréale canadienne, pourquoi est-ce que cet oiseau-là est menacé? Alors, vous avez encore raison. C'est assez intéressant que la Paruline du Canada est menacée parce que il y a énormément de forêts ici au Canada. Alors, il n'y a certainement pas de problème en trouvant des zones où nicher. Mais la plus grande menace à l'espèce se trouve en Amérique du Sud. Alors, en Amérique du Sud, il y a énormément de son habitat qui est en déclin. Alors, dans l'ère d'hivernage, jusqu'à, je pense que c'est 95% des forêts montagnardes ont été converties depuis les années 1970 à des zones agricoles. Ce qui est astronomique. Je veux dire, c'est vraiment impressionnant. 95%. Wow. Mais heureusement, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose que chacun peut faire pour aider la Paruline du Canada. Ah oui. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut boire du café cultivé à l'ombre. Alors, une publication qui a été écrite par Dr. Anna Gonzalez,
démontrent que les cultivations de café à l'ombre offrent un habitat de qualité semblable à une forêt intacte. Ce qui veut dire que si on boit du café qui est cultivé à l'ombre, cet habitat-là est un habitat qui est assez semblable à la forêt intacte, que la Paruline du Canada peut commencer sa migration au nord pour retrouver des forêts mixtes ici au Canada, avec assez d'énergie, assez de gras pour pouvoir mieux survivre. Alors, il y a de l'espoir. Oui, effectivement. Il faut boire plus de café et du café cultivé à l'ombre. Et puis, justement, parce que là, on parle d'espoir, une des raisons aussi pour lesquelles je voulais vous contacter, puis j'avais envie de parler de cet oiseau-là. Bon, évidemment, on est au mois de mai, c'est le mois pour nous des parulines, elles sont en plumage nuptial, on les attend avec impatience. Puis en général, la paruline du Canada, disons pour beaucoup de gens qui sont un petit peu plus dans le sud de nos régions, c'est un oiseau qui passe très vite, là. Il faut l'attraper pendant les quelques journées où elle est là, parce que sinon, on la rate. Mais ce qui me donnait un peu d'espoir, c'est que j'ai remarqué, alors j'ai vu que la COCEPAC, donc, qui est le comité chargé de l'évaluation des espèces en péril du Canada, a, d'une certaine façon, je dirais pas rétrogradé, plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'ils ont déclaré en 2020 que la paruline du Canada, finalement, se porte mieux. Donc, elle est passée du statut d'espèce menacée, elle a perdu ce statut-là. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que vous avez remarqué, ou enfin, là, vous êtes plongé là-dedans en 2018, est-ce que vous avez remarqué que les populations semblent bien se porter, ou mieux se porter, en tout cas? Oui, alors, justement, maintenant, l'espèce est préoccupante. Et au mois de novembre, il me semble, 2020, oui, c'est possible. Elle a été reclassifiée. En tout cas, oui, justement, alors, durant les derniers 10 ans, on dirait que la population canadienne a augmenté par 46%. Alors, c'est déjà d'autres bonnes nouvelles sur la paruline du Canada. Oui, c'est fantastique. Pour moi, je veux dire, je suis toujours dans des forêts où il y a énormément de paruline du Canada. Alors, personnellement, c'est pas que j'ai remarqué qu'il y a eu une augmentation durant les derniers 10 ans, parce que je suis d'habitude dans des endroits où il y a beaucoup de paruline du Canada. Évidemment. Alors moi, je l'ai pas ressenti, mais je veux dire, je suis contente de savoir que c'est le cas. Ah oui. Et puis, est-ce qu'on a une idée un peu de qu'est-ce qui a fonctionné, ou enfin, qu'est-ce qui a pu faire en sorte que cet oiseau-là, maintenant, se porte mieux qu'il se portait il y a 10 ans? Je pense que ça a à faire avec mes activités en Amérique du Sud. Je crois que la conservation en Amérique du Sud a probablement beaucoup aidé à la population qui stabilise un petit peu. Ah bon, d'accord. Ben écoutez, on vit en ce moment, en tout cas, une période quand même difficile avec la COVID et tout ça. Donc, c'est toujours agréable de pouvoir donner aux auditeurs comme ça une bonne nouvelle pour un oiseau, en plus, comme vous dites, qui est vraiment magnifique et qui est toujours très, très apprécié. Amélie Roberto-Charron, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Puis on espère que des projets au Nunavut vont nous donner la chance à nouveau de vous parler de d'autres sujets qui vont nous intéresser. Oui, j'espère. Merci. Merci à vous. Alors, je rejoins au téléphone à Rimouski Michaël Jaffré. Vous êtes directeur de l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski et on vous rejoint au téléphone pour vous parler aujourd'hui du Festival d'oiseaux de Rimouski. Monsieur Jaffré, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir proposé de parler de ce festival. Alors, le Festival d'oiseaux de Rimouski, qui en est à sa 2e édition. Donc, je ne sais pas si vous pourriez nous parler un petit peu de dans quel contexte ça a été fondé, puis qu'est-ce que c'était l'idée à la base lorsque vous avez fondé ce Festival d'oiseaux. Oui, c'est ça, une 2e édition en 3 ans, puisqu'on a été un petit peu contraint l'an passé de sauter à 2e édition pour la reporter à cette année. Alors, initialement, on a eu la volonté de faire un festival pour un peu la même raison qu'on a voulu, pour lesquelles on a mis en place l'observatoire, c'est que à Rimouski, on est dans un contexte géographique très spécial qui fait que sur 30 km de littoral à peu près, on a un site
vraiment intéressant pour l'observation d'oiseaux marins. C'est exceptionnel pour observer les oiseaux de proie et également plusieurs sites d'intérêt pour les passereaux, notamment une station de bagages pour pouvoir documenter la migration des passereaux. Donc, on avait beaucoup d'éléments qui étaient concentrés à un endroit pour essayer pour proposer un événement où les gens pourraient venir profiter de ce contexte-là en ayant quelques jours sur place, pouvoir profiter de plein de paysages et d'environnements différents avec une belle diversité d'espèces. Donc c'était parti de là. Et puis à partir de là, on s'était dit qu'on allait pouvoir rajouter des éléments, plus d'assister à nos suivis de migration tous les jours. On a rajouté à ce moment-là des activités, des sorties, des événements le soir, des conférences. Donc voilà, quelque chose qui ressemblait de plus en plus à un festival. Et puis on a quand même une équipe dynamique, pas mal de monde qui nous prête main forte à cette occasion. Donc on a vraiment un bon cadre pour faire ça. Donc c'est ça, on s'est lancé en 2019, puis on va espérer qu'il y en aura encore. Il y en aura encore beaucoup. Oui, puis donc, si je comprends bien, en fait, c'est que tous ces endroits-là où il y a le suivi, donc le quai de Pointe-au-Père, le Belvédère au Bic, en fait, ce sont des ornithologues professionnels qui font des suivis pendant toute la saison, pendant le printemps, de la migration des oiseaux. Puis finalement, vous offrez au grand public, dans le cadre du festival, de se joindre à eux, de s'installer aussi aux mêmes endroits, de pouvoir un peu consulter les professionnels qui peuvent leur dire on vient de voir passer tel ou tel oiseau. Hein. C'est exactement ça. Donc l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski coordonne plusieurs suivis au printemps donc à Rimouski. Puis effectivement, il y a des ornithologues confirmés qui sont professionnels, qui sont rémunérés pour assurer les suivis ou pour gérer donc la station de bagages. Et puis c'est ça, on propose justement aux visiteurs de venir voir un petit peu comment ils travaillent, dans quelles conditions, pouvoir les aider finalement avec des professionnels dans l'identification des oiseaux qu'ils vont observer en même temps. Et puis on a aussi quand même des personnes qui vont être là en plus des observateurs, pouvoir faire de la sensibilisation, vraiment de communiquer vraiment avec les visiteurs, parce que bien des fois les ornithologues, les recenseurs sont bien occupés à compter, à recueillir les données. Donc c'est ça, il y a aussi des animations qui vont être faites à côté avec des personnes qui vont être vraiment dédiées à l'accueil des visiteurs. Et donc là, vous dites la première édition a eu lieu en 2019. Évidemment, vous ne pouviez pas savoir ce qui allait nous tomber sur la tête en 2020. Et donc là, c'est évidemment, on pourrait dire 2019, en rétrospective, c'est un drôle de choix d'année parce que vous avez été obligé presque d'arrêter dès la deuxième année et de reprendre maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Comment est-ce que vous avez répondu au défi d'organiser en 2021 dans le contexte qu'on connaît? Bon, Rimouski, le Bas-Saint-Laurent, je crois, n'est pas en zone rouge. Mais donc, comment est-ce que vous avez adapté? Hein? Alors oui, la Gaspésie n'est pas en zone rouge, par contre le Bas-Saint-Laurent l'est, puis même on va avoir du rouge foncé à partir de la semaine prochaine, malheureusement, donc à partir du 1er mai. Donc on a en fait, pour répondre à cette contrainte-là, on a fait comme si éventuellement on serait restreint encore à la fin du mois de mai dans les déplacements. Donc on a évidemment plusieurs activités qui sont prévues en présentiel, donc évidemment assister au suivi de migration, comme on en parlait, mais également un 24 heures de décompte qu'on va organiser avec le club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent. En plus des suivis de migration, donc comme on en parlait juste avant, il y a également d'autres activités, comme par exemple on va se joindre au dénombrement d'oiseaux en 24 heures qu'organise le club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent. On aura aussi une excursion qui va être guidée par Jessé Roidrinville sur un site d'intérêt vraiment dans le secteur de Rimouski. On va avoir une soirée quiz qui devrait se faire normalement en présentiel, donc avec toutes les contraintes, les mesures sanitaires qui seront mises en place évidemment. Donc si cette soirée peut pas se faire en présentiel, elle se fera par Zoom. Donc ça sera le samedi soir pour annoncer les gagnants des concours photos, des tirages, etc. Et puis le dimanche, on a aussi deux sorties. Le samedi, on a aussi une sortie d'oiseaux en mer. Le dimanche également une sortie des oiseaux en bateau, donc en mer. On a un cours de photographie d'oiseaux également qui est proposé le samedi et puis donc qui est en ligne par contre. On a aussi et donc le dimanche matin, ce sera en présentiel, donc pour la partie, on va dire, terrain. Ensuite, on a aussi un atelier pour les enfants à la station de bagages, donc ça va se passer en présentiel. Et puis enfin, on a une excursion aussi sur les limicoles dans la RNF de Pointe-au-Père qui est organisée le dimanche après-midi. Donc voilà en gros les activités qui sont présentielles. À part ça, on a des conférences, on a des quiz en ligne, on a un atelier, on va vous faire découvrir une nouvelle activité qui a été mise en place par des membres de l'Observatoire qui s'appelle le C'est quoi cet oiseau? Donc on va vous en parler un peu plus tard, vous allez voir ça.
Et puis, voilà, des conférences, un cours théorique de photographie dont je parlais. Donc voilà, on a plusieurs activités en ligne pour que les personnes qui sont à distance puissent quand même mettre dans leur calendrier l'activité des activités de ce festival pour pouvoir y participer même à distance et puis éventuellement donner goût à en profiter en présentiel lorsque les conditions le permettront. Oui, donc si on est à l'extérieur de la région et qu'on n'est pas en mesure donc de se déplacer, d'aller à Rimouski pour profiter de la migration à Rimouski, on peut quand même donc le soir ou pendant la journée profiter de vos activités en ligne et puis se donner un avant-goût pour la 3e édition qui, là, on se croise les doigts, enfin, dans un an, on espère bien que ça va être terminé, va pouvoir se dérouler là-bas. Oui, exactement. Donc, en fait, tous les soirs, de la semaine, du mardi au samedi, il va y avoir des activités en ligne. Donc voilà, des quiz, des conférences. Et donc, on pourra mettre à son calendrier de se réserver tous les soirs vers 17h, 18h. Et puis, il y aura des activités toute la semaine. Les chanceux qui seront sur place ou qui auront le droit de se déplacer à ce moment-là, on aura également des activités qui seront probablement réduites à un certain nombre de personnes, mais en tout cas qui pourront quand même avoir lieu pour les personnes qui auront réservé. Et donc, vous allez avoir le meilleur des deux mondes pendant la journée. Vous profitez de la migration, des sommets de la migration chez vous, dans le parc pas loin de chez vous, dans les hotspots de votre région. Et là, le soir, vous envolez virtuellement pour Rimouski. On se rend sur place, puis on profite de ce que le festival a à nous offrir en ligne. Alors, pouvez-vous juste nous dire rapidement comment ça fonctionne pour l'inscription? Est-ce qu'il faut s'inscrire en ligne? Est-ce qu'il y a un site Internet? Et puis d'ailleurs, les dates, là, parce que depuis tout à l'heure, on parle de pendant la semaine du mardi au dimanche. Quelles sont les dates du festival en question? Alors, c'est la dernière semaine de mai. Donc, la première activité, c'est le mardi soir, mardi 25 mai, le soir. Ce sera une présentation de c'est quoi cet oiseau, mais on va en parler un petit peu dans les semaines qui vont précéder le festival. On va vous parler un peu de cet atelier-là qui sera diffusé sur YouTube et puis on fera un enregistrement en direct dans le cadre du festival. Ça sera dès le mardi soir et puis jusqu'au dimanche 30 mai. Donc pour les dates, c'est ça. Puis ensuite, pour les inscriptions, en fait, la plupart les activités en ligne comme les quiz, les conférences, tout ça n'auront pas besoin d'être réservées à l'avance. Donc on va créer des événements sur Facebook notamment, puis qui vont avec le lien Zoom en fait, qui va permettre de se connecter gratuitement évidemment à ces activités-là. Pour les activités qui seront réduites pour le nombre de personnes ou qui seront payantes, comme le cours théorique de photographie d'oiseaux, comme les excursions en mer, etc. Là, donc il y a deux sites internet qui sont en cours de préparation, donc celui de l'Observatoire et celui du festival, qui devraient être en ligne dans les premiers jours de mai. Donc d'ici la semaine prochaine, en fait, ça va être mis en ligne. Et puis c'est donc en ligne qu'on pourra réserver les différentes activités, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Alors, Monsieur Jaffré, donc l'invitation est lancée aux gens qui nous écoutent. On en profite parce qu'on n'a vraiment pas eu beaucoup dans la dernière année d'occasion de se réunir entre ornithologues armateurs partout au Québec. Et donc, on profite justement de cette invitation-là du Festival d'oiseaux de Rimouski. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Il n'est toujours pas trop tard pour inscrire une équipe au Grand Défi Québec Oiseaux dont on a parlé dans l'épisode précédent, même si le mois de mai commence à être un petit peu plus avancé. Toutefois, il n'est certainement pas trop tard pour appuyer une équipe, encourager des gens qui vont être sur le terrain, tout en donnant pour la conservation des oiseaux. Vous avez jusqu'au 15 juin pour appuyer votre équipe préférée, même après qu'elle ait complété son grand défi. Il ne me reste plus qu'à souhaiter à tout le monde une fin de mois de mai ensoleillée et des journées remplies d'oiseaux en migration. Et nous, on va se retrouver en juin.